faut qu'il y ait un arbitre. Je pense qu'il faut que les groupes humains, et c'est là où, pareil, il ne faut pas se tromper, je pense qu'ils ont vraiment toujours besoin d'un leader, plutôt, qui peut apporter une vision, une discipline, une autorité, à la limite, qu'importe. Par contre, là où les gens se trompent vraiment, c'est que tout leader est interchangeable. Tu prends un troupeau de 30 personnes, je suis le leader, super, bon, voilà. Tu me vires demain, je me fais écraser par un bus, whatever, ou plutôt en vélo, parce que moi je suis en vélo, tu sais. D'accord. Mais il y a un leader qui va émerger. Aujourd'hui, il ne peut pas émerger parce que je suis là. Et donc peut-être, oui, j'ai peut-être le meilleur leadership local actuel. Et encore, ça se discute, tu vois. Mais voilà. Donc en fait, il y a toujours un leader qui est pris. Ça c'était, je me rappelle quand j'étais jeune, ça m'avait vraiment marqué. Des gens qui étaient les chefs un peu d'un groupe, tu l'enlèves, tout d'un coup, il y a un autre chef qui émerge. Ouais. Voilà, c'est une fonction qui est demandée en général par le collectif. On le voit dans les cours d'école aussi. Hein. On le voit dans les cours d'école, ouais, complètement. Donc voilà, mais ce qui nous ramène au fait qu'on a quand même une grande responsabilité. Ouais. Parce que ce qu'on produit se démultiplie. Tu vois, la bienveillance que j'essaie de mettre va se démultiplier. Si à un moment donné je leur mets moins parce que j'ai moins d'énergie, parce que je me trompe de moment, parce que moi aussi, on n'est jamais exemplaire même sur ces valeurs qu'on pense importantes, à un moment donné ça va se propager. Donc voilà, donc on a un rôle. C'est pour ça qu'il faut que les chefs sont encore plus exemplaires et que c'est pour moi fondamental. Je comprends tout à fait, oui. Alors, autre question. Quelles sont du coup les leçons les plus douloureuses que tu as pu expérimenter dans ta longue carrière d'entrepreneur? Je prends un peu de café pour me remettre. Je t'en prie. Écoute, moi j'ai eu vraiment quelques douleurs très fortes. D'abord, tu vois, quand tu as eu ma première boîte, les premières difficultés économiques sévères, hein, c'est que tout d'un coup, tu as les associés qui partent en vrille et qui vraiment font n'importe quoi. Et là, tu ne reconnais pas les gens face à la situation de crise et d'angoisse. Tu as d'autres personnes en face de toi. Tu as d'autres personnes en face de toi. Et là, j'en ai beaucoup souffert. Ça a été très dur. La deuxième phase, pareil, c'est que, parce que ma première boîte, à un moment donné, on est passé par une phase justement de RJ, de redressement judiciaire. On a été repris et finalement, après, on a été vendu à Thales. Donc moi, j'ai connu vraiment l'espèce de l'ascenseur. Hein, j'ai même levé de l'argent à cette époque-là. C'est l'ascenseur émotionnel. Ah ouais, total. Attends, on était la boîte, on était genre la star absolue. Après, on était des sous-merdes absolus. Et puis finalement, on a été revendu industriel. Oh, formidable. Voilà, t'as envie de dire. Moi, j'étais le même tout le temps, tu vois. Ouais. Donc, enfin, il y a un truc. Parce que moi, j'ai toujours été gêné par justement ces effets de distorsion entre la starification ou au contraire la scarification, quand tu choisis. Ça. Bon, donc ça a été très douloureux. Voilà. Autre truc très douloureux, c'est j'ai eu, effectivement, je parle des manipulateurs, ça me fait toujours beaucoup de mal, parce que finalement, moi, je construis un système de confiance, de discipline, et puis à un moment donné, t'en as certains qui en abusent, et ça, quand tu le vois pas, vraiment, il y en a eu un, par exemple, il y a quelques années, là, où carrément, ça c'est le truc, un des pires qui m'arrive, c'est les moments où j'ai les sentiments de dire je vais arrêter les boîtes, quoi. Ouais, ça t'a dégoûté, quoi. Ça m'a dégoûté, ouais. En gros, tu vois, le mec, il vient te voir, tu vois, le mec, il est censé faire son job, il le fait pas du tout, voire même il te fout dans la merde, il te plante des clients, bon, t'as carrément des clients qui disent cet homme-là, je veux plus en entendre parler, tu le vois, tu dis écoute, tu vois, ça va pas du tout, ah bon, oui, donc, bon, on va se séparer, d'accord. Légalement, en plus, tu es dans ton bon droit, il vient à peine de démarrer, voilà. Il pleure, il dit « Ah oui, mais tu comprends, j'ai besoin de payer l'école de ma fille privée. » Alors, en plus, tu dis « Ouais, l'école privée, pourquoi tu vas pas dans le public, tu vois, ils ont d'argent, de machin, bon. » T'es gentil, tu dis « Ok, bon, allez, je te laisse les 15 jours en plus pour que ton chômage, machin truc. » Puis le lendemain, t'as un avocat qui t'attaque au prud'homme. Ouais. Sur une faute en plus, ce qu'on appelle... juridique d'un papier où il a fait exprès de ne pas mettre bon pour accord. Tu vois. D'accord, oui. Et en rajoutant la deuxième phrase. Il a écrit que la moitié, j'ai pas vu. Ouais, donc vice de procédure ou je ne sais quoi. Et puis là, il te demande du fric tout de suite, sinon, voilà. Et à ce moment-là, de la boîte, en plus, n'a pas d'argent. Voilà. Ouais. Là, franchement, tu vois. Et le mec t'ayant fait mondes et merveilles en t'expliquant que lui, en plus, il avait été élevé à l'école américaine, donc... tu comprends, on peut le virer n'importe quand, qu'il était évidemment bindé sur les résultats et tout. Enfin. Et là, tu t'es dit, il y a des vraies grosses crapules. Et tu comprends pourquoi.
la grande majorité des chefs d'entreprise, au bout d'un moment de s'être pris des claques comme ça, deviennent plus durs. Et donc, petit à petit, comme on dit, on le cuir épais et finissent par devenir... tu deviens plus paranoïaque, forcément. Et donc, tu anticipes, même quand les gens ne sont pas comme ça. Et tu comprends pourquoi, effectivement, la confrérie des entrepreneurs devient un écumoire, parce que ceux qui survivent, c'est les plus paranoïaques. Je crois que c'était le patron d'un tel qui avait dit ça. Et après, voilà, on est surpris qu'ils aient cette attitude qui peut être très dure, etc. Mais parce qu'il y a eu aussi ça qui est arrivé dans les trajectoires. Et moi, j'ai pas un pote qui a monté une boîte qui n'a pas des histoires comme ça, 1, 2, 3, 5. Tu vois, sans parler tu vois, de l'administration, trucs comme ça. Donc, ou tu vois, moi, une fois, l'administration française, tu vois. Moi, tu vois, j'ai l'impression d'avoir toujours, tu vois j'ai suivi les règles. Suivi les règles, tout ça, machin. Redressement fiscal, URSSAF. Une nana qui vient et tout. Pareil, la boîte, à l'époque, on n'était pas bien riche. Il y avait un stagiaire qu'on avait pris parce qu'il voulait découvrir l'informatique. Son école veut pas faire parce qu'il était au lycée, veut pas faire de convention, parce que tu comprends, le directeur d'école, il veut pas prendre le risque de signer un papier. D'accord. On le prend. Parce que moi, je considère qu'en plus, le gamin, il avait bien bossé, c'est en terminale, quoi. On lui verse les indemnités de stage, quoi. Quand on a été redressé à l'URSSAF, ils l'ont pris comme un cas, et la nana, si tu veux, publiquement, comme ça, dit mais je vous reconnais, vous les patrons, vous volez la retraite des jeunes, c'est comme ça que vous vous comportez. Tu vois. Elle projetait son regard marxiste, CGT, ça. Et moi, j'avais trouvé ça, mais d'une violence pour moi, tu vois. On avait essayé d'aider ce gamin et tout. J'ai plus jamais pris un stagiaire comme ça. Cette nana a détruit une partie de l'humanité chez moi, de prendre des gens pour les aider, mais si je suis en risque juridique, alors... Pendant, donc, toi, ça fait 10 ans, ça. Pendant 10 ans, j'ai aidé personne. Un chômeur serait venu, il n'était pas avec un papier. Je lui ai dit, tu te démerdes. Tiens, je te donne le numéro. Appelle-la, la nana. Appelle-la. Et ça m'a fait énormément mal à l'époque. J'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Parce que justement, toute mon histoire personnelle a été construite sur le fait de ne pas être un voleur. Si tu veux, moi, je ne suis pas un voleur. Tu vois. Je construis des trucs, je paye mes impôts, tout ça. Et tu vois, parce que je suis un patron, tout d'un coup, je fais... Tu sais, c'est comme... mais je comprends très bien de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, comparaison n'est pas raison, je ne voudrais pas que... Mais là, on est dans le 9-3, quand tu es black, tu vois, voilà, et je peux te dire que tu n'as pas du tout la même perception. Les gens te voient comme un black. Et donc, voilà, c'est pareil, moi, je t'ai vu comme un patron. Alors, ça peut être vu comme un truc très bien d'un point de vue social, mais sous cet angle-là, pour des gens qui sont pour moi... tu vois, plutôt mon milieu historique, culturel, de me faire traiter de ça, j'ai trouvé ça très dur. Tu vois, voilà. Et c'est vrai que quand tu dis que tu es patron ou chef d'entreprise, tout de suite, alors je sais pas, on est enveloppé d'une espèce d'aura. Alors, quand on a un entrepreneur en face de nous, souvent, entre guillemets, on se reconnaît entre pairs, donc on connaît les galères, on connaît les trucs positifs. Mais c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui a une image du patronat qu'on peut voir véhiculée dans les médias, tout simplement, tout de suite, c'est alors soit on est voleur, soit on va être dur, soit on cherche forcément à arnaquer quelqu'un. Voilà, donc c'est vrai que c'est ça. Une image. Mais après, parce que justement, c'est un peu comme ces histoires de catégories. Donc quand on essentialise,